David Enquist est un homme de 24 ans, marié et souffrant de plusieurs troubles mentaux. Malheureusement, il décédera dans l'incendie de son appartement et selon la police, il aurait mis fin à ses jours, mais l'affaire cache bien plus de mystère. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de David Enquist, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle histoire de mort suspecte et ici on va parler de troubles mentaux. Pour moi, c'est intéressant de parler de ce genre d'histoire parce que souvent, quand une personne atteinte d'un ou de plusieurs troubles mentaux décède ou disparaît, on pense que c'est dû à son trouble mental et pas à quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Malheureusement, trop souvent, quand il leur arrive malheur à ces personnes-là, c'est classé comme un accident. Or, vous allez voir ici que l'affaire est bien plus complexe. Bon, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. David Scott Enquist est né le 24 février 1993 à Dassel dans le Minnesota aux États-Unis. Il a grandi dans une famille très chrétienne avec son papa Scott ainsi qu'avec sa maman Nancy, mais aussi avec ses frères Eric et Seth et sa sœur Amy. Il a fréquenté le lycée Dassel-Cokato où il a d'ailleurs été diplômé en 2011. David a ensuite fréquenté la Free Lutheran Bible College and Seminary, une école de formation pastorale à Plymouth, une ville qui se situe à une bonne heure en voiture de chez ses parents. Pendant tout le temps de ses études, David travaillait dans une station-service à Dassel pour aider sa famille financièrement. Une fois diplômé, David a quitté sa petite ville pour s'installer dans le Dakota du Nord pour travailler dans les champs pétrofilières avec son frère Eric. Par contre, ça ne va pas durer très longtemps parce que rapidement, il va faire la connaissance de sa future femme, Emily Manninen. Emily venait à la base de Virginie et elle était l'aînée de 5 enfants. Son père était ingénieur électricien et sa mère travaillait dans l'enseignement. Lorsqu'Emily avait fait la connaissance de David, l'histoire ne nous dit pas où, le courant avait vraiment bien passé entre les deux et rapidement ils s'étaient mis en couple. Rapidement, ils ont même décidé d'habiter ensemble et David a quitté sa ville et son travail pour aller habiter avec Emily dans la ville de Plymouth, donc là où il avait fait ses études. Le couple a alors eu leur propre petit appartement au complexe d'appartements Plymouth Commons et puis David a trouvé un nouveau travail chez Bergerson Caswell, traitant et entretenant une plateforme de forage de puits d'eau. Le 11 mars 2017, le mariage de David et Emily a eu lieu dans le Landmark Center Saint-Paul et d'ailleurs on peut voir sur les photos de mariage que le couple est heureux et très amoureux. Mais voilà, tout ne va pas rester beau et magnifique très longtemps parce qu'un an plus tard, à l'âge de 24 ans, David va commencer à avoir un comportement assez bizarre, inhabituel, il était simplement différent. Ce sont d'ailleurs ses parents qui s'en sont rendus compte en premier et à ce moment-là, ils se sont dit peut-être que notre fils prend de la drogue et donc ils l'ont emmené faire un dépistage. Quand je dis drogue, j'exclus le cannabis parce que voilà, aux États-Unis, c'est pas non plus considéré comme de la drogue, c'est légal dans beaucoup d'États. Donc voilà, quand je dis drogue, je veux dire des drogues plus dures. Les résultats arriveront et ils étaient négatifs, donc l'état un peu bizarre de David n'était pas du tout dû à une prise de drogue. Les médecins ont alors laissé entendre que David pouvait souffrir d'un ou plusieurs troubles mentaux qui donc pourraient entraîner comme de la paranoïa et même parfois des hallucinations. Selon sa famille, David n'avait pourtant pas d'antécédents de maladie mentale et il a toujours montré une santé mentale très stable. Le fait qu'il ait donc d'un coup développé une certaine psychose est alors assez surprenant et d'ailleurs l'Alliance nationale pour la maladie mentale a écrit « La psychose précoce survient rarement, soudainement et est un symptôme, pas une maladie ». Le 20 janvier 2018, David va finalement se faire hospitaliser parce que vraiment il devenait de plus en plus paranoïaque, ça allait pas du tout et il va rester 10 jours à l'hôpital. Là-bas, David va expliquer aux médecins, psychiatres, psychologues qu'il avait quand même l'habitude de fumer de la marijuana. D'ailleurs, il dira que juste avant que commence son épisode paranoïaque, il avait testé une toute nouvelle variété appelée Indica.
Donc on sait que la marijuana peut parfois révéler certains troubles mentaux chez certaines personnes. Mais en plus de ça, on va apprendre que la marijuana n'était pas la seule substance que David avait inhalée. En fait, il expliquera qu'à son travail, son employeur exigeait le port d'un respirateur parce qu'il pouvait facilement être en contact avec du chlore ou de l'époxy. David avait alors avoué que bien souvent, il oubliait son masque, que donc il travaillait sans, et que peut-être toutes ces vapeurs avaient fait quelque chose dans son cerveau. Bon, par contre, les médecins ont entendu tout ça, mais ils n'ont absolument pas pu prouver qu'il y avait un lien de cause à effet entre toutes ces substances inhalées et ces troubles mentaux. Ils finiront alors par le diagnostiquer avec une schizophrénie non précisée, non due à une substance ou à un état physiologique connu ou à une dépendance compliquée au cannabis. Alors, si vous vous demandez ce que veut dire une schizophrénie non précisée, en fait, c'est lorsque les symptômes du patient sont importants et répondent à certains critères de la maladie, mais pas à tous. Donc, en gros, David avait plusieurs symptômes qu'on retrouve chez les personnes schizophrènes, mais clairement, on ne pouvait pas dire avec certitude qu'il l'était. Finalement, il ressortira de l'hôpital le 30 janvier et avec lui, il aura un vrai plan de traitement, il aura vraiment un suivi et en plus de ça, on lui aura donné des médicaments qui sont censés stabiliser son humeur. Je pense qu'on peut dire qu'il a bien été pris en charge, il avait un suivi, la médication adéquate, tout le monde a vraiment très bien réagi et a fait les choses qu'il fallait. Le psychologue qui l'avait même suivi pendant les 10 jours d'hospitalisation écrira à sa sortie « David Enquist ne semble pas courir un risque imminent d'automutilation et convient au niveau de soins ambulatoires. Les symptômes de désorganisation et de psychose du patient se sont améliorés. Au moment de sa libération, David Enquist était déterminé à ne pas être un danger pour lui-même ou pour les autres. » Bon, David va alors enfin pouvoir rentrer chez lui. Mais alors, qu'en est-il de sa femme Emily? Eh bien, elle ne va être d'absolument aucune aide. Par exemple, la maman de David va expliquer qu'un jour, David et sa femme étaient chez eux, quand d'un coup, David a fait un épisode paranoïaque et il s'est retrouvé à quatre pattes sur le sol du salon. Eh bien, à ce moment-là, sa femme, Emily, va le gifler et va commencer à crier son nom, comme pour qu'il redevienne lui-même. Mais sa maman, elle va arriver et elle va dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Emily va dire « Je fais toujours ça et ça marche. » Clairement, je pense que je ne dois pas vous dire que c'est clairement pas la façon adéquate pour gérer une personne qui est en pleine psychose. Et donc, Emily ne savait vraiment pas faire. Elle était très violente avec lui. C'était clairement pas quelque chose à faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus emprunts que d'autres à réussir à gérer ce genre de maladie mentale et je pense sincèrement qu'Emily n'en faisait pas partie. Évidemment, les semaines vont passer et le mariage de David et Emily ne va faire que se détériorer. D'ailleurs, le 9 février 2018, David était en visite chez ses parents pendant l'après-midi et il va leur dire qu'il comptait divorcer avec Emily. Il ne lui avait pas encore dit clairement, mais c'est quelque chose qui planait. Et donc, il comptait le faire ce soir-là. Selon ses parents, Scott aurait dit que son mariage était toxique et que Emily passait son temps à le manipuler. La maman de David va quand même dire à son fils « Mais comment réagirait Emily selon toi si au moins vous parliez avant de divorcer juste pour savoir un petit peu comment elle se sent, peut-être que vous avez juste besoin d'une bonne discussion ?» Et David aurait répondu à ses parents que s'il en parlait à Emily, eh bien, sans doute qu'elle deviendrait folle, hystérique, parce que Emily n'arrivait juste pas à gérer ce genre de situation. Dans l'après-midi, David a alors quitté ses parents. Il comptait aller chez lui, donc dans son appartement avec Emily, pour justement avoir cette discussion avec elle pour lui expliquer qu'ils allaient divorcer. D'ailleurs, c'était prévu comme ça. Le lendemain, David avait prévu de réemménager chez ses parents parce que du coup, il n'allait pas continuer à vivre avec Emily alors qu'il allait lui annoncer le divorce. Mais voilà, malheureusement, près de 8 heures après qu'il ait quitté la maison de ses parents, ils vont recevoir un terrible appel les informant que leur fils s'était suicidé en s'immolant par le feu. Et c'était assez fou parce que c'est une des formes de suicide les plus rares. En fait, le 9 février, la police va recevoir 2 appels au 911,
un qui venait d'Emily qui disait que son mari était dans son appartement et qu'il y avait le feu qui s'était immolé. Et la police va recevoir un deuxième appel venant d'un voisin de l'appartement qui dirait aussi qu'il y avait le feu dans un des apparts. Évidemment, en entendant leur témoignage, les pompiers se sont précipités sur les lieux de l'incendie. Mais juste avant leur arrivée, un agent d'entretien du complexe va entrer dans l'appartement en feu avec un extincteur et va tout simplement éteindre le feu qui venait de la cuisinière. Rapidement, il va aussi se rendre compte que David était lui aussi en feu et qu'il était couché sur le sol. L'agent d'entretien va alors l'asperger avec l'extincteur et là c'est un peu flou, mais donc il serait parti sans le sortir de l'appartement. Mais voilà, vous allez voir, on va en reparler, mais cet agent d'entretien, tout ce qui s'est passé, comment il est rentré dans l'appartement, tout ça reste extrêmement flou. Après ça, les choses vont encore devenir plus étranges. En fait, la police et les pompiers vont vraiment mettre du temps avant de rentrer dans l'appartement, alors que David est là, il est entre la vie et la mort. Et s'ils ont mis autant de temps, c'est parce qu'en fait, Emily leur avait dit que David était très dangereux et qu'il les attendait en haut avec des couteaux. Évidemment, la police et les pompiers vont croire Emily, c'est sa femme. Elle explique que son mari a des problèmes mentaux, qu'il a essayé ou qu'il essaye en tout cas de s'immoler par le feu, qu'il veut mettre fin à ses jours et qu'en plus il est dangereux et que si quelqu'un vient, il est armé de couteaux, il pourrait leur faire du mal. Donc, la police se dit, on va pas y aller tout de suite, on va mettre la vie de personne d'autre en danger et on va réfléchir à un plan d'attaque. Mais bon, en réalité, pendant tout ce temps où ils discutaient, où ils se préparaient à l'intervention, David, lui, était simplement allongé au sol en train d'agoniser et ça, on peut en être sûr grâce au récit de l'agent d'entretien. Au final, 38 minutes vont passer entre le premier appel au 911 et le moment où une fenêtre au moins sera ouverte pour évacuer la fumée qu'il y avait dans l'appartement. Et puis quelques minutes plus tard, enfin, David sera sorti de l'appartement. Il était toujours en vie, agonisant évidemment, mais il était vivant, mais une fois dehors, il va tout simplement s'effondrer. Là, tout le monde a pu voir qu'il avait des brûlures atroces, qu'il était dans un état vraiment méconnaissable. Il va être emmené à l'hôpital, mais malheureusement, il va décéder extrêmement rapidement. Les policiers vont alors rentrer dans l'appartement parce que malgré tout, ils devaient faire leur petite enquête et ils vont alors constater, selon leur rapport, qu'il y avait un couteau planté dans le fauteuil près duquel se trouvait David. Donc évidemment, le fait qu'il y ait un couteau comme ça planté, ça confirmait totalement le récit d'Emily. Mais j'y reviendrai plus tard parce que cette partie est elle aussi vraiment floue. Emily va elle aussi être interrogée par les policiers pour expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé cette soirée-là et expliquera que lorsque David était rentré de chez ses parents, il était totalement normal et ils ont passé une soirée banale ensemble. Puis Emily expliquera qu'elle avait été dormir dans la chambre, mais qu'à un moment, David l'aurait réveillée et il était couvert de, selon elle, une sorte d'huile. En fait, on apprendra que l'huile dont il était recouvert, c'était une huile dont on se servait à l'endroit où il travaillait, donc dans les puits, etc. C'est pas très important, mais en tout cas, c'était pas une huile de cuisson ou quoi que ce soit, c'était vraiment l'huile qu'il se servait à son travail. Donc, David, couvert de l'huile, serait rentré dans la chambre, aurait réveillé Emily et il lui aurait dit qu'il était temps de partir et l'aurait ensuite poussé hors de l'appartement. Emily précisera d'ailleurs que tout s'était passé en quelques secondes et qu'elle n'avait pas eu le temps de réagir du tout. Vraiment, elle va insister sur le fait que tout a été très rapide. Quand le policier demandera à Emily si elle avait essayé de re-rentrer dans l'appartement une fois qu'elle avait été mise à la porte, Emily dira que oui, parce qu'elle se demandait ce qui se passait, elle a voulu re-rentrer, mais selon elle, David aurait fermé la porte à clé et donc elle aurait essayé vraiment d'entrer, mais David ne voulait absolument pas lui ouvrir. Mais bon, il y a quand même des choses déjà là qui ne collent pas parce que Emily va dire que donc elle a été précipitée dehors. Par contre, elle a eu le temps de prendre avec elle les clés du camion de David, de prendre aussi son téléphone et le chien du couple. Mais par rapport à ça, Emily va pas vraiment s'expliquer. Donc voilà, Emily continuera son témoignage en disant qu'après avoir essayé de re-rentrer à l'intérieur mais que la porte était fermée à clé, elle a marché dans le couloir à l'extérieur de l'appartement et puis elle s'est retournée vers la porte et elle a vu qu'il y avait de la fumée qui sortait de son appartement et c'est à ce moment-là qu'elle aurait décidé d'appeler le 911. Mais là aussi, d'autres choses ne collent absolument pas parce que si David avait fermé la porte à clé, comment expliquer que l'agent d'entretien a pu tout simplement rentrer dans l'appartement pour éteindre le feu? Si vraiment David avait réouvert la porte, il serait sorti. Or, au moment où l'agent d'entretien est venu, il était allongé au milieu de la cuisine.
Donc voilà, clairement tout ça n'a aucun sens. Pourquoi David aurait réouvert la porte puis serait retourné à l'intérieur? Mais bon, les policiers de leur côté vont pas essayer d'éclaircir l'affaire, c'est pour ça que c'est si flou d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment ce que l'agent d'entretien a expliqué. On ne sait pas vraiment comment Emily s'est défendue par rapport à ça. Juste, les policiers se sont dit, d'accord, la porte était fermée, on croit le récit d'Emily et donc c'est un accident, enfin un accident c'est surtout un suicide. Le lendemain du drame, on sait que les parents de David se sont rendus chez Emily et sa maman pour avoir des explications parce qu'évidemment ils étaient sous le choc, ils avaient vu leur fils 8 heures avant le drame et il allait bien, ils comprenaient pas du tout ce qui avait bien pu se passer et donc ils espéraient qu'Emily puisse leur donner plus d'explications. Eh bien, ce moment de rencontre entre les parents de David et Emily va juste être atroce pour eux, parce qu'en fait, quand ils ont demandé à Emily de leur raconter la soirée de la veille, elle s'est comme énervée et elle a dit qu'elle en avait marre de toujours répéter la même chose. Les parents de David diront alors, mais on a le droit de savoir, on est ses parents, mais malheureusement, eh bien, Emily changera pas vraiment d'avis et les parents de David retourneront chez eux vraiment effondrés. Le rapport d'autopsie va ensuite être réalisé et il sera écrit que David avait subi des brûlures sur plus de 90% de son corps. Il sera aussi écrit que bizarrement, les brûlures étaient beaucoup plus prononcées sur son côté droit. Aussi, il sera noté que la peau de ses mains avait vraiment comme été arrachée et il avait des brûlures par inhalation dans et sur la bouche. Un détail aussi qui m'a vraiment glacée, en fait ses paupières s'étaient retournées, c'est-à-dire qu'elles s'étaient comme enroulées mais vers l'intérieur de l'œil et ça l'avait en fait rendu complètement aveugle. Il sera aussi noté dans le rapport toxicologique qu'il n'y avait aucune trace d'alcool ou de drogue dans le sang de David, mis à part des traces de marijuana, mais des traces, donc ça pouvait dater de plusieurs jours. Donc selon ce rapport, le médecin légiste va confirmer le fait que la mort est due à un suicide. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'on sait que le suicide par auto-immolation est vraiment rare et d'autant plus dans les pays occidentaux. Et puis la famille de David va elle aussi contester totalement la cause de la mort et ils vont engager un enquêteur indépendant qui est justement spécialisé dans les incendies. Il s'appelle Steve Thorne et il va regarder toutes les photos d'autopsie, il va les analyser et lui aussi il va venir contredire la conclusion du médecin légiste. Déjà, il va révéler que le feu n'avait pas brûlé les poignets de David, ce qui est quand même très étrange. En fait, si David avait allumé le feu lui-même et que ses mains et ses poignets donc étaient recouverts d'huile, ses mains et poignets auraient donc brûlé en même temps et le feu aurait même commencé par là, car c'est avec ses mains qu'il aurait allumé le feu. Or ici, seulement ses mains sont brûlées, mais ses poignets sont clairement intacts. Notre expert va alors avoir sa propre théorie. Selon lui, quelqu'un aurait allumé le feu et pendant ce temps-là, David aurait eu ses poignets posés sur une surface fraîche. En fait, si on en croit la largeur de la zone qui n'a pas été brûlée, on peut se dire que ces poignets étaient posés sur le bord de l'évier au moment où le feu a commencé. Et donc, comme je vous l'ai dit, s'il avait ces deux poignets posés sur le bord de l'évier, c'est difficilement qu'il aurait pu allumer seul le feu. Lorsque l'enquêteur va parler de ce détail, qui est quand même une énorme chose à la police, eh bien les policiers vont dire que sans doute si les poignets de David n'avaient pas été brûlés, c'est parce qu'il portait des gants. Mais ça n'a aucun sens, parce que quand on regarde l'état de ses mains, où la peau est clairement arrachée, c'est vraiment horrible, bah c'est pas possible qu'il portait des gants. Pourquoi ses poignets, eux, auraient été épargnés et pas ses mains? Et surtout, pourquoi autant ses mains? Donc clairement, ça ne colle pas et se dire qu'il avait des gants aussi, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il aurait mis des gants? Et surtout, on n'a retrouvé aucun gant sur la scène de crime, donc juste ça n'a aucun sens. Mais bon, encore une fois, tout ça, ça n'a pas vraiment semblé éveiller l'esprit des policiers. Une nouvelle chose que notre enquêteur privé va trouver très étrange, c'est qu'on n'a pas retrouvé le briquet qui aurait pu servir à allumer le feu. Il était nulle part. Alors, selon le procureur du comté, si les policiers n'ont pas retrouvé le briquet le jour du drame, c'est parce que David l'aurait jeté par la fenêtre après s'être immolé. Mais encore une fois, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis aussi, 6 mois après le drame, la police décidera de tout de même demander à Emily si elle savait où aurait bien pu passer le briquet en question. Et elle dira que sa mère et elle l'avaient finalement trouvé lorsqu'elles avaient nettoyé l'appartement une semaine après l'incendie et qu'elles avaient décidé de s'en débarrasser. Ça a semblé être une réponse convenable selon les policiers, ils n'ont pas cherché à en savoir plus, mais l'enquêteur privé de la famille va lui, encore une fois, trouver quelque chose qui ne va pas dans le discours d'Emily. En fait, en fouillant dans les rapports de police, notre enquêteur va trouver une déclaration qu'Emily avait faite quelques semaines après l'incendie
et elle avait dit aux policiers qu'elle n'était jamais retournée dans l'appartement depuis le drame. Donc là encore une fois, on dirait qu'Emily dit les choses qui pourraient arranger les policiers et comme ça les arrange, ils ne cherchent pas plus loin. Scott, le père de David, va demander au procureur du comté d'au moins interroger la maman d'Emily pour voir ce qu'elle disait par rapport à ça, mais ça ne va jamais se faire. En voyant que la police était quand même si peu collaborante, la famille de David va commencer à penser que peut-être ils auraient pu cacher des preuves ou même en mettre en scène le jour de l'incendie. En fait, ça paraît totalement plausible parce que la police avait beaucoup de tort dans cette histoire. Ils ont attendu énormément de temps avant d'aller secourir David et ils ont écouté les mises en garde d'Emily qui finalement paraissaient assez suspectes dans cette affaire. Donc clairement, la police pourrait consciemment essayer de garder tout ça secret et espérer que les gens se disent que oui, c'était bel et bien un homme qui a voulu se suicider et qui était dangereux. C'est triste, mais c'est comme ça, plutôt qu'un homme qui aurait pu être victime d'une tentative de meurtre, au final réussie. Si vous avez des doutes par rapport à cette théorie, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent la confirmer. Par exemple, le chef de la police dira ouvertement que les pompiers et les policiers avaient directement sauvé David au moment où l'appartement était en feu. Or, c'est faux, tout le monde sait que c'est faux et on sait même qu'ils ont attendu 39 minutes avant de sortir de l'appartement. Donc, ils mentent comme ça, ouvertement, et ils s'en cachent pas du tout, quoi. En fait, la famille de David est même absolument convaincue que les policiers auraient pu eux-mêmes planter le couteau retrouvé dans le fauteuil à côté de David, comme pour pouvoir prouver que Emily ne mentait pas. Parce que je vous le rappelle, si Emily ne mentait pas, ils ont bien fait de ne pas aller directement secourir David et donc ils ne sont pas en tort. Pour vous donner mon avis, j'ai toujours beaucoup de mal avec ce genre de théorie où on se dit que la police cache des preuves, etc. J'ai pas non plus envie de toujours sombrer dans les théories complotistes, mais ici, avec en plus que l'expert de la famille va relever, j'ai tendance à me dire que oui, peut-être que les policiers présents ce jour-là dans l'intervention se sont dit « mince, on a fait une bêtise », qu'en rentrant dans l'appartement, ils se sont rendus compte que peut-être ils étaient face à une tentative de meurtre et qu'ils se sont dit « on va perdre notre travail, on va nous juger » et qu'ils ont voulu comme camoufler les choses. Et puis par rapport à ce que l'enquêteur de la famille va trouver, en fait il va expliquer que sur les photos de l'appartement, on peut voir à un moment donné qu'il y a comme le bloc où on range les couteaux qui est recouvert de poussière à cause de l'incendie, mais que l'endroit où le couteau qui a été retrouvé dans le fauteuil devait être rangé, à cet endroit précis, il n'y avait pas de poussière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la poussière lors de l'incendie se serait déposée sur le couteau qui était rangé dans le bloc et que après l'incendie, une fois que toute la poussière était retombée, quelqu'un a pris le couteau et l'a mis dans le fauteuil. C'est pour ça que ça aurait laissé une trace sans poussière sur le bloc de couteau. Donc ça, je trouve quand même que c'est une assez grosse preuve qui nous montre que quelqu'un a bel et bien pris le couteau et l'a planté dans le fauteuil après, une fois que David était déjà au sol. En fait, ici, on a quand même pas mal d'éléments étranges qui ne concordent pas et l'enquête devrait clairement être réouverte. Mais malheureusement, en bientôt 5 ans, rien ne semble avancer. La famille de David a pourtant lancé une pétition auprès du procureur général du Minnesota pour engager un procureur spécial pour enquêter sur la mort de David, mais pour le moment, c'en est nulle part. Évidemment, je vous mets dans la barre de description au niveau des sources le lien pour aller signer la pétition. C'est vraiment important et ça peut énormément aider la famille. Ça prend 1 minute et vous faites beaucoup de bien. C'est comme ça que se termine cette terrible histoire. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire toutes vos théories. Vraiment, cette histoire m'a fait beaucoup de peine et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parce qu'il souffrait de troubles mentaux, on se dit qu'il aurait voulu mettre fin à ses jours et on ne cherche pas plus loin, c'est juste atroce. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!